Bonjour à toutes et à tous. Je suis Céline. Et je suis Iris. Et nous sommes Geek Squadron. Un duo de choc pour vous proposer des vidéos sur tous les univers des geeks. Aujourd'hui, nous vous proposons un débrief du 3e épisode de The Falcon and the Winter Soldier, Trafic d'influence. Power Broker en anglais. Dans les premiers épisodes, 2 thèmes sont mis en avant, le drapeau et la couleur de peau. Dans Un Nouvel Ère, le même homme dit à Sam « Vous avez bien fait de rendre le bouclier » et le donne à John Walker. Et dans L'Homme à la bannière étoilée, on apprend qu'un super soldat noir a été caché aux yeux du monde toute sa vie. Finalement, la question sous-jacente à ce début de saison est-il, le gouvernement américain refuse-t-il d'avoir un noir pour porter le drapeau? On va même plus loin, l'humanité d'Isaiah est même niée par Nigel dans ses propos. On le verra plus tard. Ce qui rejoint les thématiques du mouvement Black Lives Matter, qui était aussi esquissé dans l'épisode précédent sous l'angle du racisme policier. Plus généralement, il semblerait que la série se fasse le miroir du racisme généralisé aux États-Unis, notamment des institutions à l'encontre des Afro-Américains. Sam est tellement persuadé qu'il ne peut pas être le capitaine qu'il déclare qu'il aurait dû détruire le bouclier, ce à quoi Barnes répond que le monde a besoin d'un nouveau capitaine et qu'il est prêt à le reprendre. La série est clairement un parcours initiatique pour que Sam devienne Captain America, celui que Steve avait pressenti, et qui existe dans les comics depuis quelques années. Le racisme des institutions décrites par la série donc font écho aux réactions racistes qui ont suivi cette révélation dans les comics. Et malheureusement, ça n'est pas un cas isolé dans la pop culture. On peut se rappeler notamment les polémiques d'ailleurs, suite aux annonces du casting de la post-logie Star Wars, notamment le fait d'avoir un Stormtrooper noir dans Le Réveil de la Force. Les héros de comics ont longtemps été des hommes blancs, hétérosexuels. Il faut se remettre dans le contexte quand même, la création dans les années 40, 50, 60, donc c'était pas des années très très ouvertes en termes de diversité, surtout aux États-Unis. On reparle du mouvement des civil rights. Mais on a vu cette dernière décennie, une évolution dans les comics, et encore un peu plus récemment dans les films. Donc s'il y a une certaine opposition de la part de fans réactionnaires, on sent tout de même que ces changements, en plus d'apporter quand même du renouveau à des franchises donc existantes depuis des décennies, ça ouvre la franchise à d'autres publics. Comme on atteste le succès de Black Panther, qui a fait un carton auprès des communautés noires, et pas seulement afro-américaines, et pas seulement parce qu'il met en scène un super-héros noir, mais pour tout ce qu'il représente derrière. Cette inversion magnifique et puissante, dans ce film, c'est l'homme africain qui vient à la rescousse de l'Occident, et pas l'inverse. Et en plus avec une technologie et un savoir-faire inégalé. On vous renvoie d'ailleurs vers l'excellent podcast que Blockbuster a fait sur ce film, disponible sur France Inter, si vous souhaitez en savoir plus. Dans cet épisode, côté Captain America, on n'a pas grand chose. Il suit la piste de Karli Morgenthau en passant par le cybercafé et finit par se tourner vers Zemo comme nos héros. Mais trop tard, et ça va pas aider leur relation qui était déjà un petit peu tendue. On voit que Captain devient de plus en plus violent et que Battlestar a tendance à le tempérer. Il lui redit que quand même les Flag Smashers apportent des vivres et des médicaments aux réfugiés. Et puis il finit, ce capitaine, par dire qu'il va passer les lignes de l'illégalité. Voilà ce qu'on pouvait en dire. Alors du coup, on va repartir sur Zemo, puisque nos héros ont suivi la piste du sérum et sont remontés jusqu'à Helmut Zemo. Alors que Bucky expose un plan pour le faire évader devant un Stam qui est totalement opposé, on voit sous nos yeux l'action qui se déroule. Expliquer un plan et le voir se dérouler en même temps, c'est un classique du cinéma, des séries d'ailleurs, mais dans ce cas-là, c'était quand même assez bien exécuté. Et on pense à des petites références comme The Matrix Reloaded ou Shaun of the Dead pour rester dans un côté très pop culture, ou qui ont utilisé le même procédé justement. On apprend que Zemo est un baron très riche, ce qui correspond à son background dans les comics, et il fait plonger notre duo, donc qui est devenu un trio, dans les bas-fonds de Madripoor, une île indépendante fictive située dans l'archipel indonésien. Et là encore, petite référence cinématographique, visuellement, Madripoor, ça emprunte beaucoup à la SF. On pense à Blade Runner, on pense à Nowhere dans Les Gardiens de la Galaxie, ou encore dans Star Wars au bas-fond de Coruscant, ou Catherine qu'on voit au tout début de Rogue One. On a vraiment cet effet très
très SF qui marche assez bien. On se rend bien compte qu'on est dans un lieu à part et quand même pas sous contrôle d'un quelconque gouvernement. Donc en échange d'un soldat de l'hiver de seconde main, Selby, le contact de Zemo sur place, leur révèle que Wilfried Nagel a créé le sérum, recréé le sérum pour le Power Broker. En vérité, il a commencé à travailler dessus pour le gouvernement américain, puis l'éclipse, le blip, est passé par là, il a eu 5 ans de néant, et quand il est revenu à lui, le gouvernement américain avait passé son programme à la trappe, et il s'est tourné vers le Power Broker qui lui avait les ressources et l'envie pour continuer ses recherches et donc arriver jusqu'à recréer ce sérum. Donc malheureusement, Nagel se fait tuer avant d'avoir pu donner d'autres indices, et nos deux héros sont accusés de ce meurtre et se retrouvent poursuivis par absolument tous les chasseurs de primes de la ville de Madripoor. Pour pouvoir trouver Nagel, en fait, ce qui leur arrive, c'est qu'ils se font, comme tu le disais, poursuivre, et ils se font sauver par Sharon Carter. Ah, une petite surprise. Je sais pas si vous l'avez vu, mais on la voit dès qu'ils entrent dans le bar. On voit une silhouette encapuchonnée qui s'en va du bar, c'est elle. Donc elle se garde bien de se dévoiler à eux. Donc Sharon Carter, elle est incarnée par Emily Van Camp, qu'on a vu aussi dans la série Revenge. C'est un personnage qu'on avait vu dans Captain America et le Soldat de l'hiver. C'était alors la charmante voisine de Steve Rogers, qui en fait se révèle être une agent du Shield très efficace. Et puis dans Civil Wars, on apprend que c'est la nièce de Peggy Carter, et elle vole le bouclier pour Captain America qui a dû le rendre après avoir refusé de signer les accords de Sokovie et aider Bucky à s'échapper. Donc il se fait arrêter et il lance son bouclier. Donc Sharon, là, on la retrouve, elle est fugitive. C'est pour ça qu'elle est fugitive, puisqu'elle a volé le bouclier. Enfin bon, elle est fugitive, mais elle est pas malheureuse quand même. Elle vend des tableaux volés dans la ville haute de Madripoor, et manifestement, ça lui réussit. Du coup, là, la série introduit un deuxième personnage féminin fort. Après, j'ai failli dire Enfys Nest, j'arrive pas à m'y faire, Carly Morganto. Donc Sharon, on voit qu'elle a survécu seule, qu'elle a bâti une sorte d'empire de la revente d'objets d'art seule. Néanmoins, on sent quand même cette aspiration à retrouver sa vie d'avant, ou tout du moins la possibilité de pouvoir reprendre contact avec sa famille. Elle garde une certaine amertume du fait que Sam, Bucky et les autres Avengers, ils aient été pardonnés par le gouvernement, et puis elle se retrouve comme une andouille coincée sur Madripoor comme une fugitive. Donc elle a besoin de l'aide de Sam autant que lui a besoin de son aide. Après, il y a une petite ficelle scénaristique quand même, elle trouve rapidement Nagel grâce à un invité de sa fête, qu'on ne verra pas en plus, et qui restera anonyme. C'est un peu facile comme petite ficelle quand même. Et c'est tellement facile que ma petite théorie, c'est que l'invité n'a jamais existé, que Sharon n'est autre que le Power Breaker. Ce qui expliquerait sa dernière petite phrase où elle dit « on a un problème, ou plutôt deux, qui serait en fait notre duo, pourquoi pas ?» Ouais, alors c'est là où on n'est pas d'accord toutes les deux, parce que personnellement je penche pour Zemo. Alors c'est vrai que c'est facile, c'est le méchant, voilà, il est là, il est devant notre nez, et c'est là aussi, c'est une ficelle scénaristique un petit peu facile. Mais il a pas l'air surpris plus que ça de voir débarquer Sam et Bucky, un peu comme s'il les attendait. Il se laisse facilement embarquer dans le plan d'évasion de Bucky pour le faire évader, et ça va assez vite, donc on imagine en fait qu'il y a eu un dialogue entre les deux, et que Zemo avait déjà une petite idée de comment s'évader, mais il pouvait pas le faire tout seul. Donc il a probablement suggéré beaucoup de choses à Bucky sur les routines des gardes, etc. On se pose la question, qu'est-ce qu'il a gagné en aidant Sam et Bucky? Alors évidemment il y a sa liberté, on est d'accord, mais ils sont quand même ennemis, donc on sait pas trop. Quand il se retrouve dans le hangar là avec toutes ses voitures de collection, il récupère un masque qui est quand même un peu bizarre, ça fait passe-montagne de braqueur, mis à part qu'il est violet, donc c'est pas hyper discret comme couleur. Donc il récupère un masque dans une de ses voitures, puis il se pose pas de questions, il le voit, il le prend, ça fait un peu « Oh tiens, toi t'étais là, je t'avais oublié, hop, je te mets dans mon sac ». Et il a beaucoup de connexions à Madripoor, je veux dire, il arrive, ça y est, tout le monde le connaît, etc. Enfin, voilà. Et puis il y a la manière dont les scènes avec lui sont tournées, on s'attend en fait à ce qu'il trahisse Sam et Bucky à absolument tout moment.
Donc il est libéré de prison, il peut prendre une revanche sur Carly qui a... Alors s'il est le Power Broker évidemment, il peut, une fois libéré de prison, prendre revanche sur Carly qui a volé 20 fioles de sérum. Donc ce qui veut dire qu'en fait on a encore 12 super soldats dans la nature dont... Alors, soit les fioles n'ont pas été encore utilisées, soit on n'a pas vu encore ces 12 super soldats. Et en même temps, il y a un élément qui ne colle pas avec ma théorie, c'est que Zemo déteste le concept même de super soldat. Mais bon, on me mettra pas de l'idée quand même que le bonhomme est louche. Et que même s'il s'avère ne pas être le Power Broker, il a des intérêts en jeu très très clairement. Sharon, elle, je vois pas trop son intérêt de les conduire à Nagel si c'est elle le Power Broker. Même si je suis d'accord sur il y a des choses qui sont pas claires, elle a aussi une belle part d'ombre. Mais moi, la scène à laquelle tu fais référence quand elle dit on n'a pas un mais deux problèmes, j'ai plus eu l'impression, comme ça, avec la voiture sur l'espèce de limousine, je sais pas quoi là, que la personne à qui elle parlait c'était une personne du gouvernement et que peut-être que sa fuite sur Madripoor est une couverture, qu'elle enquête sur le Power Broker. Et que du coup, on n'a pas un mais deux problèmes parce qu'il y a Sam et Bucky qui se sont immiscés dans son enquête. Voilà, l'avenir dira laquelle de nous deux a raison. Je vous invite à parier dans les commentaires, ça pourrait être assez drôle de voir ça. Alors là où je te rejoins, c'est vrai que le fait que Zemo ait beaucoup de connexions à Madripoor, c'est assez surprenant par rapport à ce qu'on en a vu dans Civil War, où clairement on a le soldat qui avait perdu sa famille et qui depuis a cherché à se venger des Avengers. On le voit mal passer dans son parcours initiatique à décoder les dossiers d'Hydra, passer par Madripoor et devenir le baron du crime là-bas. Mais bon, ça correspond un peu à son background comics, donc c'est peut-être aussi pour ça qu'ils ont voulu recoller. Et quel est l'intérêt de Sharon à aller voir Nigel ? C'est aussi parce que Nigel, qu'est-ce qu'il apporte comme pierre à notre édifice ? C'est le contact de Carly, Donia Madani, qui a attrapé la tuberculose dans des camps de déplacés, et c'est ça qui va les remettre sur la piste de Carly Morgenthau. Pour moi, elle a un vrai intérêt à suivre cette avancée, cette enquête, pour pouvoir récupérer les sérums du Power Broker. On verra. On verra bien, oui. Donc Carly, donc on a parlé de Donna Madani. Donc elle accompagne les derniers instants de la vie de cette femme dans un refuge, une espèce d'hôpital de fortune en Lettonie, et elle prépare en même temps un casse pour aller voler de la nourriture dans un bâtiment du CMR. Donc là on est en plein dans l'imagerie des Robins des Bois. Alors peut-être que le symbole des Flag Smashers, cette main avec la paume qui est remplacée par le globe terrestre, vient peut-être de cette femme qui porte autour du cou ce qui semble être une main de Fatma mais avec une terre au lieu d'un œil. Et alors on a plein de choses autour de cette imagerie des Flag Smashers qui nous interpellent, parce que alors ils ont pas cette main avec le globe terrestre tatoué quelque part sur leur masque, mais ils ont une espèce de main sanglante qui peut faire penser soit à la main de Saruman dans Le Seigneur des Anneaux, mais qui était, elle, peinte en blanche, ou plus récemment le casque de Finn dans le Réveil de la Force, là, quand il y a le soldat blessé, mourant, qui lui colle sa main ensanglantée sur le casque, et ça lui fait 3-4 traînées sanglantes, qui permet ensuite au spectateur de pouvoir identifier lequel parmi tous les Stormtroopers est Finn. Mais on divague un petit peu. Donc on n'en apprend pas beaucoup plus au final sur les Smack Flashers. Par contre, on en apprend un petit peu plus sur Carly. Elle a une discussion avec un des super soldats qu'on a vu dans l'épisode précédent sur un petit peu l'avenir, de ce qu'elle aurait aimé être, ce que peut-être elle aimerait être plus tard quand ça sera fini. Elle parle d'être institutrice. Donc on a un côté un peu angélique quelque part, pas enfantin, mais on sent qu'elle est jeune en fait. Et donc on reste dans ce côté un peu utopiste, on a de l'empathie pour elle. Et puis là, il y a ce twist final, alors je vais pas dire de dingue, parce qu'il faut pas exagérer non plus, mais elle passe du côté obscur, en fait, en faisant exploser sa voiture, qui fait exploser des bombes à l'intérieur du bâtiment qui viennent juste de
cambrioler. Ce qui choque incroyablement son acolyte, qui lui dit mais il y avait des gens à l'intérieur. Et ce à quoi elle répond oui mais en gros il y a que la violence que ces gens-là comprennent. Donc on fait face à une radicalisation complète de Carly. Là on n'est plus trop dans la gentille utopiste idéaliste, mais on passe vraiment du côté un peu de la terreur. Alors après sa radicalisation elle s'excuse pas mais elle s'explique aussi par le fait qu'il découvre que dans ce bâtiment du CMR, il y en avait pour 6 mois de vivre, etc. Et qu'il garde ça précieusement, un petit peu comme Picsou sur son tas d'or, alors qu'il y a des gens qui meurent de faim, de maladies, notamment la tuberculose, à côté, alors qu'on sait que la tuberculose, voilà, c'est une maladie qui est terrible, mais on a les moyens, maintenant de la soigner, de la prévenir, etc. Donc c'est d'autant plus terrible de mourir de la tuberculose au XXIe siècle. Donc ça explique ce processus de Carly qui au bout d'un moment, littéralement explose et dire ça y est, on a fini de la jouer sympa et maintenant on va la jouer plus radicale et peut-être que là enfin on va se faire entendre. Et donc on reste dans ce côté de nuance qu'on avait pas mal exposé dans notre émission précédente. Moi j'ai l'impression que la scène où elle parle justement de devenir prof, ça annonce un peu cette dernière scène, parce que quand son ami lui dit du coup peut-être que tu vas devenir prof, elle lui répond oui, mais en même temps elle ferme son visage à ce moment-là. Et pour moi c'est vraiment oui c'est ce que j'aimerais, mais non, ça se passera jamais parce que je vais me radicaliser. Moi, je l'avais lu vraiment comme ça, cette scène. Ouais, tu vois, c'est un petit détail auquel moi, j'avais pas fait attention. Tu regarderas son regard brisé. On sent qu'elle est brisée à l'intérieur, ouais. Le fait d'avoir perdu Donia, je pense que ça l'a perdu elle-même, quoi. C'est souvent, c'est un mécanisme qu'on retrouve dans la vie réelle, c'est une perte qui d'un coup fait craquer et qui radicalise, qui peut radicaliser, hein. Tout le monde fait pas face au deuil de la même manière, bien heureusement. Heureusement. Mais voilà, je pense que le personnage de Donia justement est là pour mettre le feu aux poudres. Presque littéralement, je suis désolée pour le mauvais jeu de mots. Non mais clairement, ça a fait de Carly un personnage réaliste, quoi. Oui, puis du coup, intéressant parce que elle est un peu surprenante. On peut pas deviner à l'avance ce qu'elle va faire, du coup. Ouais. C'est quelqu'un qui est à la fois avec beaucoup de nuances et puis des motifs qu'on est en capacité de comprendre, un peu comme quand Thanos avait été créé. C'est un méchant dont on arrive à comprendre au moins les motivations, même si on peut ne pas être d'accord. Il a un background et il a une raison d'être. Oui, c'est pas un méchant pour être méchant, c'est qu'il y a une construction derrière, il y a une histoire, il y a quelque chose qui explique d'où elle vient, on le sait pas encore bien, mais qui explique en fait son cheminement et comment on passe d'une gentille ado à Carly Morganto à la tête d'une escouade de 8 super soldats, voire plus. On attend la suite avec impatience. Et vous, qu'avez-vous pensé de ce 3e épisode ? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous ne voulez rien rater, n'oubliez pas de vous abonner. Merci et à bientôt.